Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Clément Beaune. Bonjour. Secrétaire d'État en charge des affaires européennes, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Et pour vous interroger à mes côtés, Nicolas Barré, Les Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Et le penseur aussi, le Mathieu, et sociologue Mathieu Bock-Côté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Quelle Europe pour quelle France, Clément Beaune? L'Europe s'est invitée dans la campagne présidentielle française et c'est un choc de projets et de visions sur ce thème majeur, tandis qu'Emmanuel Macron souhaite instaurer le clivage progressiste nationaliste. Marine Le Pen ou Éric Zemmour l'imaginent entre mondialistes et nationaux. Et puis, au-delà de ces clivages, on vous interrogera, vous, sur la campagne présidentielle éclair à partir de la candidature d'Emmanuel Macron. Vous, un ministre très politique qu'on a appris à découvrir. Mais tout d'abord, les tensions ne cessent de monter d'un cran autour de la crise ukrainienne. Des soldats russes sont positionnés à la frontière. La situation s'envenime. Est-ce que vous excluez une intervention russe en Ukraine? Écoutez, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Les mouvements de troupes, les mouvements de chars, de camions, nous les voyons. Je crois que certains en France les contestent. Ils existent et nous partageons ce diagnostic avec nos alliés. Donc c'est en soi une situation préoccupante et très sérieuse. De là à dire ce que veut exactement Vladimir Poutine, ce que veut la Russie, je crois qu'il faut être prudent. Personne ne le sait exactement. Est-ce que c'est une menace, une pression qui est exercée pour retrouver une forme de statut et discuter avec le président des États-Unis d'Amérique? On sent que M. Poutine tient à ce dialogue qui rappelle les temps de la guerre froide et du choc des superpuissances. Est-ce que c'est fait aussi, on le voit, c'est un test pour les Européens, pour nous diviser, pour voir comment nous réagissons? Il ne faut pas l'exclure non plus. Est-ce que cela peut aller au-delà? On ne peut rien exclure. Mais je serais prudent parce que vous savez, dans ces situations, les mots eux-mêmes peuvent devenir des armes. Et donc ce que nous devons faire, c'est rester unis en tant qu'Occidentaux. Je crois que c'est très important. Être présents en tant qu'Européens, nous y reviendrons peut-être. Est-ce que l'Union européenne fait assez? Probablement pas aujourd'hui. Mais nous avons besoin... Vous n'excluez aucun scénario. Est-ce à dire, monsieur le secrétaire d'État? Je ne peux pas dire exactement ce qui va se passer. Je pense que tous ceux qui ont une certitude là-dessus... Est-ce que vous vous préparez au scénario même du pire qui serait véritablement une intervention russe en Ukraine? Quand on annonce quelque chose, cela peut avoir des conséquences. Donc il ne faut pas, je crois, rentrer dans ce type de spéculation. Mais le sujet a été évoqué dès le sommet européen. On parle des 27 de l'Union européenne, du 15 et du 16 décembre. Et nous avons dit à cette occasion, à l'unanimité des 27, c'est écrit noir sur blanc, que toute nouvelle agression territoriale, puisqu'il y en a déjà eu de la part de la Russie en Ukraine, aurait des conséquences massives. C'est cela le message des Européens. Il est clair, répété, partagé avec nos alliés. Pour mettre les pieds dans le plat, pardonnez-moi l'expression, mais est-ce que des armées européennes, et en particulier l'armée française, se préparent à un scénario de guerre chaude? Écoutez, c'est pas le scénario qui est préparé, mais il faut, je crois là aussi, dès qu'on annonce quelque chose, cela peut avoir des conséquences qu'on appelle autoréalisatrices. Donc je ne rentrerai pas là-dedans. En revanche, se préparer à une situation difficile, avoir un menu, si je puis dire, de sanctions, de conséquences, je ne vais pas en faire la liste, mais les Européens doivent être prêts à tout moment à le faire parce que nous avons aujourd'hui une situation que vous dites chaude, que j'ai qualifiée de préoccupante. C'est pas comme si ces situations de tension avec la Russie étaient complètement nouvelles ou ne pouvaient pas se reproduire dans l'avenir. Nous avons des soldats à la frontière ukrainienne. Bien sûr, mais vous savez qu'il y a déjà eu un exercice naval américain, un président français qui dit qu'il peut y avoir des soldats en Roumanie. Oui, mais ce que nous devons faire à ce stade, c'est montrer, je crois, une très grande solidité. On ne joue pas avec ces sujets. J'entends que certains en profitent pour dire on va sortir de l'OTAN, etc. Ce serait, je crois, une folie dans ces moments-là de donner l'impression de division entre occidentaux. Car ma conviction profonde, c'est que ce serait le plus beau cadeau qu'on puisse faire à la Russie. Et donc ce que nous faisons en étant présents, y compris au sein de l'OTAN, je le rappelle, la France, dans les pays baltes, où nous avons déjà plus de 300 soldats, en Roumanie, où le président a indiqué notre disponibilité à renforcer ce flanc de l'Alliance Atlantique aussi, je crois que c'est les meilleurs signaux que nous pouvons envoyer de fermeté et d'unité. Mais pardonnez cette question très directe, très claire, mais est-ce que les Occidentaux en général, les Français en particulier, sont prêts à mourir pour Kiev? Écoutez, c'est pas la situation à laquelle on est aujourd'hui. Mais des tanks s'accumulent, vous l'évoquez, des mouvements de troupes, c'est pas nécessairement pour faire une parade pacifique. Donc, bien sûr, mais d'abord, encore une fois, ne tombons pas dans le piège que tendent les Russes eux-mêmes en cherchant à alimenter la crise et en nous en mettre la responsabilité. Qu'il y ait des mouvements de troupes, des mouvements de chars, des mouvements de camions, nous le voyons, c'est un fait. Ceux qui le nient se trompent. Savoir ce que ça aura comme conséquence, je ne sais pas le dire aujourd'hui et je pense que personne ne peut le prévoir. Que les Européens se battent, comme vous dites, il y a différentes façons de le faire de nos jours. Je pense qu'il y a des façons d'exercer des pressions extrêmement fortes. Elles n'ont jamais marché. Les sanctions, les pressions sur la Russie, bien sûr, mais je préfère... malgré les conséquences, les laissent indifférents. D'abord parce que je pense que ce qui s'est passé en 2014,
c'est que les Occidentaux, pour le coup, ne s'étaient pas préparés de manière unie ou même ferme à réagir, que les régimes de sanctions qui ont été appliqués ont été des régimes assez limités, soyons honnêtes. Ça peut marcher contre un pays comme la Biélorussie, on en reparlera peut-être. Ça marche évidemment moins bien quand ce ne sont pas des sanctions très fortes contre un pays comme la Russie. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire plus. Mais je crois qu'il serait déraisonnable de parler aujourd'hui de bruit de bottes de notre côté, alors que nous cherchons encore des solutions diplomatiques, tout en nous préparant des scénarios de fermeté et de réponse. Vous utilisez souvent la formule les Européens et les Occidentaux. Deux formules distinctes. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aujourd'hui à fondre dans un même ensemble les Européens et les Américains? Est-ce qu'il n'y a pas de deux intérêts distincts par rapport à la Russie entre Washington d'un côté et les Européens de l'autre? Il ne faut pas qu'il y en ait. Je ne crois pas que l'intérêt, qu'on ait des approches parfois, même dans les relations internationales un peu différentes, je le défends en tant qu'Européen, puisque c'est normal, nous avons notre identité propre. Sur ce sujet, je crois qu'on aurait tort de chercher à jouer les uns contre les autres. Mais est-ce que ce n'est pas déjà le cas, Clément Beaune? Les Américains rencontrent les Russes sans nous. Le secrétaire d'État américain Blinken a vu le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov. Et pire, presque une humiliation, les Américains nous disent ne vous inquiétez pas, on vous dira ce qu'il en est s'il y a des négociations et des choses qui se décident. On vous dira ce qu'il en est, c'est un peu plus que ça, c'est concret. Monsieur Blinken, avant de nous n'y participons pas. C'est pas tout à fait vrai. Par exemple, la ministre allemande des Affaires étrangères a rencontré son homologue russe. Monsieur Le Drian et Madame Parly ont eu des consultations il y a quelques semaines, juste avant Noël, avec leurs deux homologues russes. Donc ce dialogue avec la Russie, il existe aussi. Oui. D'ailleurs, il y a un paradoxe. C'est un face-à-face Amérique-Russie. Mais c'est ce que veut... Ne nous trompons pas. Oui, mais c'est donc c'est en l'absence des Européens. C'est ce que veut M. Poutine. Je pense que nous n'avons pas intérêt à nous diviser avec les Américains sur ce sujet. En revanche, nous avons intérêt à exister en tant qu'Européens. Et je regarde les choses telles qu'elles se passent depuis 2014, au fond, et l'invasion de la Crimée, puisque les choses procèdent de là. Il y a eu des efforts diplomatiques. Je ne dis pas que la situation s'est améliorée. Malheureusement, on est encore dans cette situation d'invasion territoriale. Mais est-ce que vous pensez que ce sont les Américains qui ont réussi à avoir des résultats en la matière? Le seul format qui a produit des résultats, qui a stabilisé la situation, qui a permis des libérations de prisonniers, qui a parfois apaisé les tensions, permis des cessez-le-feu, c'est le format qu'on appelle de Normandie, porté par les Européens, la France, l'Allemagne et l'Union européenne. Une initiative forte, compte tenu en plus de notre rôle là dans l'Union européenne, pourquoi n'y a-t-il pas une initiative forte impulsé par le président Emmanuel Macron, justement pour rassembler les Européens et pour que la voix européenne porte sur le dossier ukrainien? Bon, il y aura des initiatives supplémentaires dans les jours qui viennent et le président Macron reparlera au président Poutine. De quel genre d'initiative? Écoutez, vous verrez, mais le format de Normandie, par exemple, nous essayons de le réactiver. Il y a eu des déplacements du conseil diplomatique du président, du chancelier allemand à Kiev et à Moscou pour échanger, pour essayer de réactiver ce format, parce que j'y insiste, ce format porté par les Européens, c'est le seul qui a produit des résultats. Essayons de le refaire vivre, c'est ça les initiatives européennes à court terme, et puis à plus long terme, c'est ce qu'a évoqué le président de la République devant le Parlement européen, ça veut dire aussi que nous ayons, en tant qu'Union européenne, parce que la faiblesse elle vient de là, des propositions, un dialogue organisé, régulier avec la Russie, parce que tout en étant ferme... Vous dites sanctions, vous le diabolisez, après vous dites qu'il faut discuter avec Vladimir Poutine. En réalité, comment vous l'appréhendez, Vladimir Poutine? Est-ce que c'est quelqu'un qui cherche à déstabiliser pour vous l'Union européenne? Et je crois profondément que dans la politique étrangère de la Russie, l'Union européenne est une forme, en fait, d'adversaire en tant que projet politique, et que les Russes essayent en effet régulièrement, directement ou indirectement, par des attaques de différentes natures, de fragiliser les démocraties européennes et le projet politique de l'Union européenne. À ça, qu'est-ce qu'on répond? C'est le débat qu'on a entre Européens, pour être très franc, et qui n'est pas facile, parce qu'on n'a pas la même sensibilité quand on est balte, français, allemand ou espagnol. C'est de dire, si on regrette, je le regrette aussi, de ne pas être plus présent aujourd'hui dans les discussions avec la Russie, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye de faire que l'Union européenne ait un dialogue avec la Russie et soit respectée, qu'elle ait une politique de défense et de sécurité ou non? Oui, ça c'est des grands mots. Non, pardon, mais c'est un grand mot parce que ça met du temps à venir. Mais est-ce qu'on va dans cette direction ou pas? Nous avons ce débat parfois avec les pays baltes en particulier qui disent on voudrait bien que les Européens aient une voix, mais on est un peu prudent pour le dialogue avec Vladimir Poutine. Nous pensons qu'il faut l'avoir sans naïveté. Notre problème, Clément Beaune, est-ce que fondamentalement, c'est pas parce que les Occidentaux sont ambigus vis-à-vis de l'Ukraine? Vous avez certains qui disent il faut que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, peut-être pas tout de suite, mais enfin un jour. Et là-dessus, on voit bien que les positions ne sont pas figées. Dans ce moment de tension-là et dans cette discussion, la position a été claire. Tout le monde a dit c'est pas la Russie de définir qui va adhérer ou non à l'OTAN. C'est à l'OTAN, aux Occidentaux, de le décider. Personne ne dit le contraire aujourd'hui entre Occidentaux. Mais si je peux me permettre, j'ai l'impression chez les Occidentaux, il y a un désaccord néanmoins d'un pays à l'autre. Est-ce que l'Ukraine n'est pas prisonnière à certains égards de sa géographie, de son histoire? Et de ce point de vue, est-ce qu'il ne faut pas, quand vous dites parler avec les Russes, est-ce que ça n'implique pas d'accepter que les Russes considèrent que c'est leur domaine d'influence?
Non pas pour s'en réjouir, mais simplement parce que la géographie, la géopolitique a ses conséquences. Vous avez raison, Mathieu Bock, côté que la géographie et l'histoire nous enseignent que l'Ukraine était un pays spécial pour les Russes, que c'est le berceau de l'empire tsariste, que il y a une sensibilité particulière, que nous sommes seulement, parce que ayons aussi le sens de l'histoire, 30 ans après la dislocation de l'URSS, tout ça compte dans la mentalité et dans le discours parfois à usage de politique intérieure qu'utilise M. Poutine. Est-ce que pour autant nous devons accepter que les Russes qui ont accepté ces principes d'intangibilité des frontières et de respect des principes démocratiques il y a 30 ans, dans la charte de Paris notamment, c'est un engagement commun, on ne l'a pas imposé aux Russes, est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent disposer de l'Ukraine comme ils ont pensé pouvoir le faire en 2014 ? Je ne crois pas. Et si on a la même réaction qu'en 2014, c'est-à-dire rien, pas grand-chose, ni dialogue, ni fermeté, je pense qu'on prend des risques à l'égard de la Russie comme d'autres puissances. D'ailleurs, c'est un test pour l'Union européenne aussi. Eh bien justement, des tests, il y en a eu par rapport à l'Union européenne. Vous avez dit adversaire, hein, la Russie serait un adversaire de l'Union. Non, je n'ai pas dit cela. Allez-y, précisez votre propos. J'ai dit que je pense que dans la politique étrangère russe, beaucoup considèrent que le projet politique de l'Union européenne est un adversaire. Et pour vous, c'est le cas ? Non, nous ne cherchons pas à être des adversaires. Bien. Absolument pas. Mais en revanche, c'est un projet politique original qui rassemble des démocraties et qui essaye de se renforcer progressivement. C'est dur, mais c'est ça la direction qu'on prend. Ça ne plaît pas toujours à nos voisins. On va continuer à évoquer ces sujets de tension vis-à-vis de la Russie et à l'intérieur de l'Union européenne. Un sujet en particulier, Clément Beaune, immigration, frontières également, est au cœur de la campagne présidentielle. On marque une courte pause et on se retrouve en direct à la fois sur Europe 1 et CNews. Et notre invité ce dimanche, le secrétaire d'État en charge des affaires européennes, Clément Beaune. Nous avons parlé de l'Ukraine, parlons plus précisément de la campagne présidentielle française. Et puis l'Europe s'est invitée dans cette campagne, immigration, mais aussi un sujet plus franco-français, l'insécurité. Clément Beaune, le vrai bilan d'Emmanuel Macron ce matin dans le journal du dimanche, montre les faiblesses du président candidat. 2/3 des Français l'estiment négativement, ce bilan. Est-ce que c'est votre talon d'Achille ? On aime beaucoup dire ça, et les oppositions en particulier. Je ne crois pas, parce que ce sujet a été pris sérieusement. Un sondage des Français. Bien sûr, il faut qu'il y ait une préoccupation sur l'insécurité qui est mieux à faire. Il faut l'entendre, et très probablement. Regardez ce qui a été fait, d'ores et déjà. D'abord, on a inversé une tendance très forte qui était de réduire les effectifs de sécurité pour augmenter significativement, le ministre de l'Intérieur le rappelait ce matin, les effectifs de police et de gendarmerie. Pour s'adapter à de nouvelles menaces aussi, ce qui inquiète beaucoup les Français, c'est les attaques terroristes, c'est la terreur qui a régné dans un certain nombre de cas. Malheureusement, nous le vivons depuis presque une décennie maintenant. Nous avons significativement augmenté les services aussi de renseignement pour déjouer un certain nombre d'attaques. Mais les violences qui augmentent, le bilan qui est vu négativement par 2/3 des Français, c'est pas rien. Certains types de violences, pas toutes. Un certain nombre d'attaques sur les biens ont heureusement diminué par cette mobilisation. Nous avons par exemple des violences dramatiques qui sont les violences faites aux femmes qui ont augmenté, mais qui sont sans doute aussi mieux signalées, mieux identifiées. Nous devons donc y répondre. Mais je crois que nous sommes sur ce sujet très sérieux depuis le départ. L'augmentation des effectifs, on n'a pas attendu de le faire ces 6 derniers mois ou parce qu'il y a une campagne présidentielle qui pointe son nez. Donc personne ne peut dire qu'il a trouvé une réponse parfaite en termes de sécurité, dire qu'on ne prend pas ce sujet au sérieux, qu'on n'agit pas et qu'on n'a pas rompu avec une politique comptable de réduction des effectifs dans le domaine de la police et de la gendarmerie, je crois qu'on ne peut pas nous en faire reproche. Au contraire, on a essayé, en fait, on a agi pour aller dans ce sens. Ce sont les sujets régaliens, sécurité mais aussi immigration. Allons sur l'immigration. Oui. Pour répondre à la crise migratoire, à sa frontière avec la Biélorussie, la Pologne entend bâtir, Clément Beaune, une clôture de 180 km de long et plus largement, ce sont quasiment une quinzaine de pays de l'Union européenne 12 qui veulent exactement. 12, effectivement, une frontière extérieure mieux protégée, ériger des murs pour décourager les candidats à l'immigration illégale. Pourquoi la France s'y oppose ? Alors je veux revenir, si vous permettez, je réponds tout de suite à votre question, mais sur la crise en Biélorussie, parce que c'est très intéressant, l'action européenne là-dessus. Ce qui s'est passé, c'est qu'un dictateur, M. Loukachenko, a organisé, c'est parfaitement cynique, mais c'est malheureusement ce qui s'est passé, des flux migratoires depuis le Proche-Orient vers la Biélorussie, puis vers l'Union européenne, la Pologne et les pays baltes. Nous y avons répondu par une action européenne. Laquelle ? Laquelle, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les flux se sont taris à la frontière avec la Pologne ? C'est que nous avons fait suspendre d'ailleurs par beaucoup de pays en mettant une pression européenne, les vols à destination de la Biélorussie qui organisaient ce trafic migratoire et cette attaque migratoire. Mais pour les amener à venir, les mois à venir, alors que ces flux vont s'accélérer. Oui, mais j'y viens, mais ce qui a été efficace, parce que les murs, c'est beaucoup, un slogan qui est instrumentalisé. Je vais y venir tout de suite, mais ce n'est pas la première réponse. Dans la crise avec la Pologne, ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de migrants qui arrivent de Biélorussie et qu'on a été efficace pour soutenir la Pologne, protéger notre frontière, parce qu'on doit la protéger, c'est cette action européenne que la Pologne... Ce n'est pas une réponse à long terme de diminuer les vols.
Mais évidemment, parce que chaque crise, vous pointez du doigt quelque chose de très important, on n'est plus dans la situation migratoire de 2015-2016 où vous aviez 5 ou 600 000 arrivées par an illégales sur le territoire européen et vous aviez principalement de Syrie des gens qui venaient fuyant la guerre. Aujourd'hui, nous avons une situation migratoire qui reste difficile, mais qui est souvent alimentée par des crises organisées à nos frontières. Donc on doit répondre. Vous ne soutenez pas le financement des murs, la question sur les murs. Parce que, pardonnez-moi, ce ne sont pas des pays. Le Premier ministre grec le demande également. Ce ne sont pas des pays et tous avec des dirigeants nationalistes. En Grèce, il y a. Je n'ai pas dit le contraire. C'est un débat qu'on peut avoir au niveau européen. Oui, financer des murs n'est pas une proposition. Tout de suite, ce que je veux dire, c'est que si on regarde la situation migratoire aujourd'hui, on voit deux choses. On voit que c'est pas principalement la question des murs qui est la réponse, et on voit que la réponse, pour être efficace, ne peut être qu'européenne. Le Premier ministre polonais, pour le coup, qui appartient à un parti, je crois ce qu'on peut qualifier de nationaliste, a fait la tournée des capitales européennes pour demander ce soutien. Il a lui-même dit que sans le soutien des pays européens, il n'y serait pas arrivé. Sur les frontières elles-mêmes, parce que le mur, c'est la tenue des frontières. Moi, je ne suis pas du tout no border pour expliquer qu'il faut que l'Europe n'ait pas de frontières. Oui, mais vous n'expliquez pas comment protéger à l'inverse. Concrètement, les pays d'Europe de l'Est considèrent qu'aujourd'hui, ils ont besoin de ces murs. Ce sont eux qui sont dans la situation. Pas tous, d'abord. La plupart. Certains. 12 pays. Oui, oui. Mais pas il y a un désir de mur dans ces pays. La frontière, 5 ans. Je ne dirais pas un désir de mur, mais il y a le besoin de tenir nos frontières. Moi, je pense qu'il faut le faire en aidant ces pays, y compris la Pologne, bien sûr, par une police aux frontières européennes. Ça s'appelle Frontex. On a commencé à le faire. Monsieur le secrétaire d'État. Oui, bien sûr. Le budget est ridicule. 1% du budget européen. Pardon, ça a considérablement augmenté depuis la crise de 2015-2016. 1% du budget européen. Oui, ça augmente dans le budget qui arrive, et c'est 1500 hommes aujourd'hui. Notre objectif, c'est 5000 puis 10 000 hommes. Je crois que sous présidence française, on doit avoir ce débat pour accélérer. Nous avons proposé aussi un mécanisme d'urgence. Mais attends, arrêtons sur Frontex. Que peut faire Frontex? Ils peuvent pas, c'est normal, renvoyer, si je puis dire, les migrants. Ils peuvent aider à tenir les frontières. Moi, je suis allé quand ça n'intéressait personne. Oui. J'ai parfaitement conscience de la gravité de ces sujets, en Lituanie, dès le mois de septembre, pour apporter de l'aide humanitaire, parce qu'il y avait des gens en grave danger, et pour apporter un soutien. Nous avons envoyé des drones, nous avons envoyé des gendarmes. C'est tout cela que nous faisons, et que Frontex a fait. Il y a plus de 200 personnes de Frontex qui se sont déployées en Lituanie. La Pologne ne l'a pas voulu. C'est elle qui n'a pas voulu. Je pense que ça l'aurait aussi aidé. Mais sur les murs eux-mêmes. Frontex, mais Frontex, ce sont des gardes frontières. Oui, mais donc ça renforce les effectifs. Je ne vais pas reprendre les éléments, mais l'opposition dit qu'aujourd'hui, ce sont des hôtesses d'accueil des migrants. Ça, c'est un mauvais ce que dit le Rassemblement national, qu'est-ce que vous répondez à cela? J'invite Madame Le Pen, au lieu d'un bon mot, qui peut respectueux, parce qu'il y a des policiers et des gendarmes français dans Frontex, d'aller voir ce que c'est en Lituanie, moi j'y suis allé, d'aller voir ce que c'est en Grèce, d'aller voir ce que c'est en Espagne Frontex. Ce sont des bateaux, des avions, des gardes frontières. Est-ce que c'est suffisant? Non. Mais au lieu de dire c'est nul, on va détruire tout ça et faire je ne sais pas quoi, renforçons Frontex et disons, moi je suis tout à fait prêt à l'assumer. Les pays d'Europe de l'Est se sentent abandonnés par l'Europe occidentale sur cette question. Ils ne sont pas abandonnés par l'Europe occidentale parce que sans l'action de l'Europe sur ce sujet, la Pologne aujourd'hui serait dans une situation dramatique que nous avons réglée en quelques semaines. Oui, mais si demain il y avait une nouvelle crise migratoire à la frontière de la Pologne, ça ne changerait rien. Frontex est toujours aussi faible. Parce que justement, il faut d'abord Frontex aurait pu envoyer les éléments en Pologne que la Pologne n'a pas souhaité, et nous sommes en train de faire monter en puissance Frontex. Si vous me dites que c'est insuffisant et que c'est pas assez rapide, je suis d'accord avec vous. Le mur, parce que je ne veux pas éviter votre question. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir des policiers qui tiennent des frontières, très bien, avec des moyens de surveillance, des caméras, des éléments qui protègent une frontière, oui. L'idée, je ne parle même pas encore sur le plan moral, mais l'idée, simplement d'efficacité, que c'est des barricades les plus hautes possibles, les plus larges possibles, qui vont enfermer l'Europe et la protéger complètement, je crois que c'est une absurdité. D'ailleurs, Madame Pécresse, elle est allée en Grèce, et elle a dit, je veux des murs. Elle a même dit, parce qu'il fallait faire un clin d'œil à l'extrême droite. Pardon, elle a dit, je veux des murs. Après, elle a dit, c'était pas assez fort, donc je veux des murs de barbelés. Elle a repris ce que disait le Premier ministre grec. Pas exactement, vous allez voir. Vous connaissez bien la situation en Grèce. Je veux des murs de barbelés, pourquoi pas rajouter des chiens la semaine d'après. Et puis, après, elle nous a dit, je veux quand même des points de passage. Je reprends ces termes. Elle a dit, je veux des points de passage. Donc, c'est des murs avec des portes. Donc moi, des murs avec des portes, je ne sais pas ce que c'est en termes de protection. Donc clairement, la position de la France, Clément Beaune, c'est de dire protéger les frontières. L'UE ne financera pas les murs demandés par 12 pays de l'Union européenne. Je pense que le mur, en tant que barricade qui protégerait les pays européens, c'est une illusion. Je le dis très franchement. Après, c'est là que je viens sur le terrain politique ou moral, appelez-le comme vous voulez. C'est différent, non? Oui, bien sûr. Bien sûr. Politique, si vous préférez. Moi, je ne sais pas dire... Je veux tout à fait défendre la Pologne, je ne sais pas dire aux Grecs même, qui demandent avant tout du soutien européen, pas seulement des murs, ça a été instrumentalisé, le Premier ministre grec, il demande bien d'autres choses, du soutien européen.
l'Italie, l'Espagne, qui sont encore aujourd'hui les principaux pays d'arrivée, loin devant les pays de l'Est de l'Europe, loin devant. Et c'est notre intérêt aussi de les aider. Qu'on n'a pas été à la hauteur, objectivement, de la solidarité européenne ces dernières années, et qu'on va aider en priorité les pays de M. Orban ou de M. Kaczynski qui veulent construire des murs parce qu'il y a eu 4 à 5 000 personnes qui ont essayé de passer. Si on est solidaire au niveau européen, soyons-le d'abord pour aider les pays qui sont aujourd'hui en difficulté pour tenir nos frontières. Et en Italie et en Grèce, regardez la géographie, c'est pas d'abord un mur qui va nous aider, ce sont des îles et c'est les arrivées maritimes. Donc moi, j'ai pas de problème à dire qu'on tient les frontières. Je veux qu'on respecte des droits humains et des principes, notamment le respect de l'asile. Et je pense que ce débat sur les murs est devenu le cache-sexe d'une fermeté de pacotille qui évite ce que certains essayent. Madame Pécresse, je l'avais jamais entendu parler de murs ces dernières années. Elle est allée en Grèce, elle a dit « je veux des murs de barbelés » avec des portes. Donc il faut un peu de sérieux sur ces sujets. Oui à la protection des frontières, oui à la police des frontières européennes, la France s'y engage. Et il faut accélérer, renforcer tout ça, parce qu'on doit décider qui rentre sur le territoire européen. J'ai aucun problème avec ça. Et en respectant le droit d'asile et la situation humanitaire à l'égard des migrants. Évidemment, cela fait 5 ans que vous êtes au pouvoir et 5 ans que vous répétez vraiment régulièrement qu'il faut réformer l'espace Schengen. Mais si vous vouliez vraiment le faire, pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Alors je veux quand même vous dire ce qui a été fait. Frontex, sur la réforme de Schengen, Frontex c'était 0 en 2016. Oui. Aujourd'hui, c'est 1500 hommes. Cette agence Frontex, pas technique, ce sont des gardes-frontières, c'est une police aux frontières européennes. Je vais le dire très franchement. Je parle de la philosophie de Schengen, oui, bien sûr, mais du nombre de gardes-frontières. Qu'est-ce que c'est Schengen? C'est un espace européen dans lequel on circule librement, avec, c'était la philosophie dès le départ, des contrôles aux frontières extérieures renforcés. C'est-à-dire on circule à l'intérieur, on protège vis-à-vis de l'extérieur. C'est pour ça que Frontex, ça fait partie de Schengen. C'est une agence de protection des frontières. Je le dis très franchement, il faut aller plus vite, plus fort sur Frontex. Oui, mais ça fait 5 ans. Non, ça, on l'a fait. On l'a fait. D'abord, les 1500 hommes, ils sont arrivés dans les 5 ans. Je vais vous dire aussi quand il y a des crises, parce que la politique migratoire, c'est pas un débat de café du commerce ou trop général. Quand il y a une crise... À qui dites-vous cela? Mais je dis à tous ceux qui se font plaisir en disant la réponse, ça va être... On dirait le professeur qui parle aux oppositions. Il n'y a que vous qui détenez la vérité sur ce sujet. Mais pas du tout. Au contraire, Sonia Mabrouk, je suis extrêmement modeste sur ce sujet, parce que je pense que c'est un sujet où il faut de l'efficacité. Quand vous dites des murs, oui, je le dis, c'est pas professoral, je le déplore, je pense que c'est une facilité. Et... je vais vous dire ce qu'on a fait. Pardon, je vais vous dire ce qu'on a fait. Vous avez dit qu'il y a une dimension morale à la question des murs. C'est un point d'interrogation qui est apparu dans mon esprit. Quelle est la part morale? Vous n'aimez pas moralement les murs? 2 choses. Je vais vous dire, si c'est un symbole pour dire plus personne ne rentre en Europe, ça je m'y oppose sur le plan humain, moral, politique. Les 3 adjectifs me conviennent, parce qu'en Europe, le droit d'asile est reconnu par nos constitutions et j'y tiens. Il n'est pas détourné aujourd'hui? Il est parfois détourné, c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'il faut le supprimer. Ça ne veut pas dire qu'il faut le supprimer. En Afghanistan, quand on a sauvé des gens, on leur a donné l'asile. C'est la principale demande d'asile cette année en France. C'est ça la réalité du droit d'asile. Ça, je ne veux pas le supprimer. Effectivement, ça ne veut pas dire ne pas combattre les filières de passeurs ou le détournement de ce droit d'asile. Et puis les murs, oui, je vais vous le dire, parce que moi j'essaye d'avoir le sens de l'histoire dans un projet politique. On a une crise ponctuelle avec la Biélorussie. Répondre en brandissant, en instrumentalisant cette symbolique du mur, je pense que c'est grave. Il y a 5 ans, quand M. Trump parlait du mur, tous les Européens étaient choqués. En Europe, le mur, ça a été aussi le mur de Berlin, la séparation. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup dans d'autres pays sont très choqués quand on manie ce mot avec légèreté. Moi, je ne le manie pas avec légèreté, ça ne veut pas dire ne pas protéger nos frontières, mais je ne veux pas de cette Europe qui se barricade et qui s'illusionne en pensant que c'est le mur le plus épais possible qui la protégera le mieux. Il s'agit donc de valeurs européennes. Aussi, alors sûr. Justement, on va continuer à en parler. C'est un sujet fondamental. La souveraineté également est-elle européenne ou nationale? Vif et vaste débat. Une courte pause et on se retrouve. Le grand rendez-vous européen. Avec Les Échos et CNews. Et c'est le secrétaire d'État en charge des affaires européennes, Clément Beaune, qui est notre invité ce dimanche avec une première question de Nicolas Barret. Et alors cette semaine, le président Emmanuel Macron a présenté au Parlement européen sa vision de l'Europe et s'est posé en garant de l'état de droit européen. Alors Clément Beaune, qui menace cet état de droit européen aujourd'hui? C'est la Pologne? C'est la Hongrie? Ce ne sont jamais des peuples, des sociétés entières. Je crois que ce serait une erreur. Il y a des désaccords de fond sur ce sujet de l'état de droit avec le gouvernement polonais et avec le gouvernement hongrois notamment. C'est pas un petit sujet, parce que qu'est-ce qui est en cause? Plusieurs choses, mais quand vous regardez, il y a une attaque systématique sur la liberté des médias, sur l'indépendance de la justice, sur le respect de l'égalité ou de la non-discrimination, le recul de droits essentiels, l'avortement en Pologne, nous l'avons vu.
Et je le dis, c'est pas un combat simplement qui se joue à quelques milliers de kilomètres de chez nous, même si c'est en Europe, et c'est déjà grave. C'est un combat pour nous aussi, parce que c'est un clivage idéologique qui s'est installé en Europe. C'est pas une vue de l'esprit ou une construction artificielle que nous faisons, c'est la réalité. Et si nous ne le défendons pas, si nous ne défendons pas les valeurs auxquelles les Hongrois, les Polonais ont adhéré, d'ailleurs souvent par référendum et massivement, qui sont inscrites dans nos traités, qui est un pacte politique, eh bien je crois que nous affaiblirons l'Europe aux yeux de tous les citoyens européens. Alors c'est important ce que vous dites, affaiblir l'Europe. D'autres pensent au contraire qu'on affaiblit un pays, la nation, quand on a un droit européen, un droit supranational qui supplante le droit national. Est-ce que selon vous, remettre en cause le droit supranational, c'est une attaque de l'état de droit européen ? Ouais, ce qu'on entend par le droit supranational, ou ce qu'on appelle la primauté de droit, il faut bien comprendre ce que c'est. Parce que, évidemment, dit comme ça, il y a des gens au-dessus, des juges, qu'on ne connaît pas d'ailleurs, à Bruxelles, à Luxembourg, à Strasbourg, qui vous disent il faut faire ci ou il faut faire ça. D'abord, moi j'aimerais bien qu'on me dise, puisque c'est très à la mode, si on voulait avoir une politique migratoire plus efficace, il faudrait sortir de la Convention européenne des droits de l'homme, voire de l'Union européenne ou de certaines règles. Lesquelles ? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui ? Vous ne reconnaissez pas que parfois certaines décisions de la CEDH ont pu contrevenir au droit national et au droit français ? Il y a plusieurs exemples. Il y a deux choses. Il y a certaines décisions qui me préoccupent, notamment vis-à-vis de nos armées. On l'a vu sur le temps de travail des militaires ou d'autres sujets. Est-ce que ça veut dire qu'il faut promener tout un édifice juridique ? Quelle est sa logique ? Pourquoi il y a ce qu'on appelle le droit européen au-dessus du droit national dans l'immense majorité des cas ? Parce que quand vous inscrivez dans un projet commun, vous avez des règles du jeu, un règlement de copropriété, appelons ça comme on le souhaite. Une fois que vous y avez souscrit librement, c'est ça qui est important. Vous devez respecter la règle que vous avez agréée avec les autres. Sinon, c'est comme s'il n'y avait plus du tout de règles communes. Et ça nous protège. Quand une entreprise française, elle est en difficulté en Pologne, parce qu'une règle environnementale, économique, européenne n'est pas appliquée, elle fait appel aux juges, y compris aux juges européens, pour faire respecter ça. Sinon, il n'y a plus d'Europe. Et j'entends certains qui disent, il faut peut-être quelques exceptions. Mais d'abord, il faut être précis. Précisons, c'est Éric Zemmour qui dit qu'il veut remettre en cause justement les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'il estime qu'elles contreviennent justement au droit national et parfois aux intérêts de la France, dit-il. Mais deux choses. Si respecter la Convention européenne des droits de l'homme qui définit les droits essentiels, qui d'ailleurs a renforcé, je crois, la protection des citoyens français. C'est, je le rappelle, la Cour européenne des droits de l'homme qui a sanctionné, par exemple, les écoutes téléphoniques contre les opposants politiques en France. C'est pas complètement neutre. Qui a garanti un procès équitable et le droit de la défense dans beaucoup de cas. Est-ce que c'est ça qui nous gêne aujourd'hui pour vivre mieux ? Vous savez bien que c'est pas cela. On cite d'autres exemples. Non, d'accord, mais lesquels ? Parce qu'on cite des exemples. Moi, j'ai jamais compris en quoi on était vraiment empêché. Et par ailleurs, ce que je dis, parce que ça c'est fondamental, la primauté du droit européen, c'est pas un délire. C'est nécessaire à ce que nous ayons une règle commune. Quand on s'est battu pour avoir, par exemple, des règles contre le dumping social en Europe, qui se sont imposées, la Pologne était contre. Si on imposait, on a voté à la majorité pour éviter des salaires trop bas en Pologne contre nos travailleurs. Si demain la Pologne dit finalement on a discuté pendant 2 ans mais je respecte pas, il n'y a plus d'Europe. Alors, vous parlez d'un clivage idéologique en Europe aujourd'hui entre différentes, on pourrait dire, 2 idées de l'Europe. Certains vous diront en Europe de l'Est, parce que c'est quand même là que le clivage se constitue. Nous avons adhéré à l'Europe, mais pas à cette Europe-là. Et aujourd'hui, nous devons restaurer le droit de l'État-nation sans fuir l'Europe, sans jouer au Frexit, sans jouer au Polexit, sans jouer à l'Ongrixit si ça existe. Il s'agit simplement de dire, dans l'Europe, on défend la souveraineté nationale, on lui redonne sa première place. Est-ce que c'est pas une idée légitime de l'Europe aussi ? Mais la souveraineté nationale, c'est non seulement une idée légitime, mais c'est une idée fondatrice. Je suis membre du gouvernement, je suis un défenseur de la souveraineté nationale. Mais eux se sentent privés de souveraineté nationale. Mais, pardon, quand on parle, puisque je sais que c'était à la mode aussi, opposer souveraineté nationale, souveraineté européenne. J'assume de dire que souveraineté européenne, c'est un raccourci. Pour dire quoi ? Pour dire, bien sûr, la souveraineté nationale, il n'y a que le peuple français qui nous donne, à moi, aux élus, notre légitimité d'action. Simplement, on a fait le choix, validé aussi par le peuple français, de participer depuis 70 ans à la construction européenne. Et cela, je crois, participer à ce projet européen renforce notre souveraineté nationale à condition de respecter certaines règles. La Pologne, la France, l'Allemagne, tous les pays, ils participent à la décision européenne. On a des élus au Parlement européen, les États membres siègent autour de la table. Il y a des règles de vote qu'on a décidées. Par exemple, parfois, c'est la majorité. Ça veut dire qu'il y a certains cas, pas tous, au niveau européen, on décide à la majorité. Donc on peut être mis en minorité. C'est très rare pour la France, d'ailleurs, je le note au passage. Donc quand une règle a été décidée collectivement et qu'on était dans la minorité, effectivement, on doit la respecter. La question n'est pas... Bien sûr, on comprend le respect de ces règles que nous avons bâties ensemble. Mais l'Europe a évolué et des défis ont évolué. Est-ce que parfois, sur certains sujets sensibles, par exemple comme l'immigration, remettre en cause, c'est important de comprendre vraiment le point de vue de la France, le droit européen, c'est contrevenir à l'état de droit
européen. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir des désaccords politiques. Quand on est arrivé aux responsabilités, on a dit en effet qu'il fallait changer des choses sur Frontex ou Schengen, on a dit qu'il fallait changer des choses contre le dumping social européen. C'est un combat politique que vous menez. On est allé chercher des alliés européens, on a fait voter des réformes, parfois on a réussi, souvent je crois, parfois on a raté, ou pour l'instant on a raté. Mais si vous dites, parce que c'est très important, quand je ne suis pas d'accord avec telle ou telle décision européenne appliquée selon les règles auxquelles on a souscrites, eh bien, comment voulez-vous qu'on restait dans le projet européen? C'est pour ça que je dis... Mais ça, c'est important. Donc, tous ces pays-là qui sont en train de remettre en cause cet état de droit européen n'ont plus presque vocation à rester dans ce projet européen. Mais ce que heureusement vous nous dites que ça n'est pas blanc ou noir, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un débat. La Pologne aujourd'hui, oui, elle ne respecte pas certaines règles européennes. Ça a été condamné par la Cour de justice commune de l'Union européenne. Si durablement, j'espère que ça n'arrivera pas, il y a un dialogue, si durablement elle se mettait en dehors des règles européennes dans de plus en plus de domaines, de fait, elle se serait mise en dehors de l'Union européenne. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez avoir des désaccords entre pays européens. Un combat politique, moi je suis très content que le Rassemblement national siège dans l'hémicycle du Parlement européen parce qu'on a un débat et on n'a pas la même vision de l'Europe. Mais dire, il faut ne pas respecter les règles qui ne nous plaisent pas, je le dis très simplement, ça veut dire sortir de l'Europe. Sinon vous n'êtes pas dans le club. Vous parlez de nouveau clivage idéologique, pourriez-vous le préciser? Ce clivage, je le constate, il est... On a parlé de nationaliste ou progressiste, j'ai pas d'orgueil d'auteur là-dessus, mais il est ce qu'on voit dans beaucoup de pays européens. Regardez notre dernière élection présidentielle. Il y avait Madame Le Pen qui à l'époque était plus claire d'ailleurs. Elle disait je veux sortir de l'euro. C'est tout à fait respectable, c'est pas ma position. Ça doit coûter cher parce que les Français n'en veulent pas. Emmanuel Macron parlait de la lèpre populiste. Oui, parce Est-ce que c'était le bon terme? Je sais pas si c'était le bon terme, mais c'est une réalité. La lèpre? Le mouvement populiste et ses dangers, oui. Et il y a en Europe des mouvements politiques, en France, on l'a vu en Italie, en Allemagne, parfois ils prennent le pouvoir, tout le monde n'est pas sur la même ligne idéologique exactement, en Pologne, en Hongrie, qui sont un clivage très fort, et qui disent, ceux qui sont très clairs, nous voulons plus de l'Union européenne. J'allais dire, à cet égard, le Brexit a été le plus clair. Il y a des gens qui ont dit, nous, on a des désaccords, on a parfaitement le droit de sortir, on a des désaccords profonds avec l'Union européenne, on n'en veut plus. Donc, très bien. Le clivage, c'est populiste, progressiste, mais parfois, on est populiste sans le savoir. Par exemple, Marcel Gauchet dit que le macronisme est un populisme démocratique. Oui, c'est une formule philosophique ou conceptuelle que développe Marcel Gauchet. Ce n'est pas la réalité ni concret. Moi, je ne prendrais pas le terme de populiste, mais j'allais dire, peut-être que je suis trop terre à terre, c'est pas le mot qui m'intéresse le plus. Vous en faites un clivage essentiel pourtant, qui structure apparemment selon vous. J'en fais un clivage sur le fond, sur le sujet européen, j'ai pas, je l'ai dit, d'attachement au terme en particulier. Je crois que ce que Marcel Gauchet dit au fond, derrière les mots, c'est que Emmanuel Macron, dans son projet politique de 2016-2017, et ça je l'assume, a cherché à retrouver un lien direct avec le peuple, a remis en cause des structures de partis et a dit, si vous voulez secouer les vieux partis politiques traditionnels et ajuster les clivages, vous n'êtes pas obligé de vous jeter dans les bras de Madame Le Pen. Vous pouvez avoir autre chose qui réforme tout autant, mais qui est plus positif. Plus en France, parler de Madame Le Pen, c'est vraiment le duel que vous voulez installer. Hein. Mais je constate que c'était le duel, je parlais de 2007-2007 qui existe. Mais peut-être que c'est et aujourd'hui, je constate aussi que dans le débat politique, c'est les tendances de fond qui s'affrontent. C'est intéressant parce que Richard Ferrand ce matin... Allez-y Nicolas Barré, pardonnez-moi. Elle est plus dangereuse pour vous, Marine Le Pen, maintenant qu'elle dit qu'elle ne veut plus quitter l'euro? C'est pas lié à ça. Je veux dire, tout candidat à l'élection présidentielle est dangereux, si je puis dire, au bon sens du terme, dans une compétition. Pardon? Vous la redoutez davantage dans la campagne qui s'annonce? Non, moi je pense que Marine Le Pen a mis un grand paravent derrière son projet européen, qui est une mystification. Je dis en 2016-2017, elle était beaucoup plus claire puisqu'elle disait je veux sortir de l'euro. Elle disait avec un peu plus d'ambiguïté je suis pour le Frexit, mais elle avait célébré le Brexit et on sentait que son projet était un projet de sortie. D'ailleurs elle disait tout mon programme économique repose sur la sortie de l'euro. Aujourd'hui elle célèbre dans des tribunes dans la presse l'action de la Banque Centrale Européenne. C'est quand même bizarre qu'on est souverainiste parce qu'il n'y a pas d'institution plus fédérale que cette Banque Centrale Européenne, qu'elle veut l'euro, qu'elle ne veut pas non plus sortir de Schengen et pas sortir de l'Union Européenne. Moi je veux très bien, mais c'est quoi ces projets concrets de réforme? Parce que je pense qu'il ne faut pas se laisser intoxiquer par quelque chose qui a l'air plus présentable, mais qui est un masque devant le projet européen, qui soit est le même, et qu'elle le dise, soit est très différent, et ça veut dire que il faut qu'elle propose des réformes précises de l'Union européenne. Elle en a proposé encore dans une conférence de presse cette semaine. Aucune, elle a attaqué le gouvernement. Très bien, c'est son droit. Elle a dit qu'on n'était pas assez efficace sur telle ou telle chose. Je note et faisons mieux.
Mais elle n'a rien proposé, y compris sur le plan migratoire. Une seule proposition. Je vous écoute et j'entends l'Europe, tu l'aimes comme on l'aime ou tu la quittes. Non, pas du tout. Et non, vous nous dites s'ils ne respectent pas la vision de l'Europe, et ils ont vocation à quitter d'une manière ou de l'autre. Zemmour, Le Pen, d'autres vous disent non, on reste en Europe. Orban, d'autres vous disent on reste en Europe, mais on ne veut pas de cette Europe-là. On veut une Europe du primat de la nation sur la construction européenne, mais on reste dans l'Europe néanmoins. Mais c'est pas une option légitime. Moi, je suis un Européen convaincu, je ne conteste à personne le droit d'avoir des visions différentes sur l'Europe. Heureusement, je ne suis pas du tout là-dedans. Moi, j'ai toujours fait le choix de mener le combat européen à Paris, dans la capitale, dans notre pays, dans notre nation. Je n'ai jamais travaillé dans les institutions européennes, je n'en ai aucune critique, mais donc je suis tout à fait à l'aise avec l'idée qu'il y a différentes visions de l'Europe. Et que des gouvernements en Pologne et en Hongrie, c'est pas du tout ma tasse de thé, si je puis dire, et des politiques différentes, c'est leur droit démocratique. Là où je dis qu'il y a un mensonge, c'est que quand vous dites on peut être dans l'Europe, finalement on prend les droits mais pas les devoirs, vous pouvez être dans un projet commun mais il n'y a aucune contrainte, il n'y a aucune décision collective, je bénéficie du marché unique, du fait qu'on ait 450 millions de citoyens ou de consommateurs et que ça nous rend plus forts pour avoir une ambition climatique, pour réguler les GAFA américaines, mais quand il faut respecter des règles avec lesquelles je ne suis pas d'accord, je ne prends pas. Je dis simplement quand vous dites cela, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement et dire que vous prenez le risque de nous faire sortir de l'Union européenne ou alors vous cachez ce projet. Et par ailleurs, je voudrais dire, parce que moi je suis très content de discuter vision contre vision, j'ai fait un long débat sur l'Europe il y a quelques mois avec Éric Zemmour, qui était encore à l'époque un peu journaliste. Bon, j'ai pas de problème. L'Europe des nations, en soi, moi ça me choque pas. On invoque encore une fois le général de Gaulle. Mais ça veut dire, heureusement que une vision gaulienne ne vous choque pas, Clément Beaune. Je suis tout à fait favorable et je crois que la nation française est pleine et entière dans l'Europe. Mais vous parlez quand même de souveraineté européenne. Hein. J'ai dit que c'était un raccourci assumé pour dire que la souveraineté nationale est plus forte quand on s'engage dans le projet européen. L'Europe n'étant pas une nation, c'est une vraie question. Hein, l'Europe prise ensemble n'est pas un État et pas une nation. La France est une nation. J'y suis très attaché. J'y consacre toute mon énergie. Simplement, je dis, quand on est aussi critique de l'Europe et qu'on dit on veut l'Europe des nations, il faut dépasser le slogan. Et je constate malheureusement que M. Zemmour comme Mme Le Pen, derrière les slogans, les polémiques et les critiques qui nous sont adressées, ils ne proposent pas concrètement de choses pour l'Europe. Parce que dire que c'est la Cour européenne qui vous pose des problèmes, admettons, mais quoi ? Eh bien, on va continuer à en parler, Clément Beaune. J'allais vous demander quel est votre rôle dans la campagne présidentielle, mais vous y répondez compte tenu justement de la vivacité de vos critiques par rapport aux candidats à la présidentielle. L'Europe qui s'invite dans la campagne, quel sera le projet européen d'Emmanuel Macron quand il va se déclarer ? À tout de suite pour en parler. L'Europe, une chance ou parfois l'Europe, une entrave, Nicolas Barré ? Oui, est-ce qu'il n'y a pas des sujets comme l'énergie sur lesquels l'Europe nous entrave ? Je prends cet exemple de l'énergie parce que la France a fait le choix depuis longtemps, historique, de développer une industrie nucléaire. D'autres pays comme l'Allemagne contestent ce choix et aujourd'hui on voit bien que pour nous c'est difficile de continuer dans cette voie-là et qu'il y a beaucoup de pays qui sont mal à l'aise avec ce choix français. Donc est-ce que l'Europe ne nous bride pas dans nos volontés de politique industrielle ? Je ne crois pas. La France a fait le choix, et notamment un investissement massif à partir des années 70 dans le nucléaire, le plan Mesmer. Nous étions dans les communautés européennes à l'époque, puis dans l'Union européenne. Ça ne nous a jamais été opposé. Notre choix du nucléaire a été un choix français et de quelques autres pays européens d'ailleurs. Je crois que l'Europe, et c'est tant mieux d'ailleurs, n'a rien entravé en la matière. Mais l'Allemagne quand même a marqué son... Oui, mais c'est important, c'est notre partenaire. Bien sûr, je ne peux pas... Il faut respecter la souveraineté. Nous le constatons. Moi, je suis un Européen convaincu, je pense qu'on doit avoir des objectifs climatiques communs, neutralité carbone en 2050. Précision de quoi nous parlons. L'Allemagne qui a refusé l'inclusion du nucléaire dans la taxonomie. J'y viens tout de suite. Oui. L'Allemagne a fait le choix pour elle-même, comme peu de pays, mais c'est son droit, sa souveraineté, de sortir de l'énergie nucléaire il y a maintenant 15 ans. Nous respectons. Comme elle doit respecter que nous n'avons pas fait ce choix et que beaucoup d'autres pays européens aujourd'hui réinvestissent dans le nucléaire parce que ce sera indispensable au niveau de l'Union européenne dans son ensemble pour tenir cet objectif. Mais est-ce que l'Allemagne respecte notre choix souverain ? Oui. Je le dis très clairement, oui. Alors, ce dont vous parlez précisément, c'est ce qu'on appelle, pardon d'être un peu technique, la taxonomie. C'est essentiel. C'est très essentiel. Oui. C'est quoi ? C'est la liste des investissements qui seront reconnus par tous les Européens pour pouvoir être financés et être considérés comme contribuant à la transition écologique. C'est un signal, c'est une forme de grammaire qu'on donne aux investisseurs privés qui ont souvent besoin pour leurs actionnaires de dire on fait plus de verre et leur dire vous pouvez investir dans telle ou telle énergie. C'est pas une obligation, mais c'est une indication. Et nous nous sommes battus pour que le nucléaire figure dans cette liste. Ça n'oblige personne. Ils ont tout fait pour essayer de nous exclure. C'est une position publique, c'est pas un secret. L'Allemagne était contre l'inclusion de l'énergie nucléaire dans cette liste. Nous avons dit aux Allemands
justement cela. On peut avoir des moments de tension, hein, c'est ça aussi l'Europe politique. On leur a dit, vous avez le droit de sortir du nucléaire pour vous-même, mais ne l'imposez pas aux autres. Bon. Et donc la proposition qui a été faite, justement, on mène un combat politique, la proposition qui a été faite par la Commission européenne, c'est d'inclure l'énergie nucléaire dans cette liste. Oui, avec plein de conditions quand même. Avec un certain nombre de conditions qui, honnêtement, je pense, n'entravent pas le développement de l'énergie nucléaire ni en France, ni dans les pays européens. Une majorité de pays européens ont dit qu'ils voulaient que l'énergie nucléaire soit une option possible qui nous soit ouverte à nous mais comme aux autres. Nous avons insisté sur l'Allemagne, c'est comme notre partenaire, moi je suis notre, pour cette Europe politique, c'est un combat. Quand on a fait le plan de relance, on n'était pas d'accord avec les Allemands, et puis on a réussi à trouver un accord qui allait plutôt dans notre sens. C'est pareil sur l'énergie, on n'était pas d'accord au départ. C'est pour ça que moi, ça m'étonne toujours quand on dit... avec une forme de résignation, tout est perdu en Europe, mais on n'est pas d'accord avec les Allemands ou avec tout le monde tout le temps. Oui, enfin, faisons pas de nos désaccords une force également en la mettant en avant mais non plus. Mais pourquoi on fait tout ça au fond? Pourquoi on s'embête à avoir une taxonomie européenne? On pourrait dire, laissez-nous tranquilles. On pourrait dire, on est souverain sur nos choix énergétiques, on est souverain sur la pour que cette politique souveraineté des choix migratoire. énergétiques soit respectée. Mais c'est parce qu'on pense que, comme sur le sujet migratoire d'ailleurs, au total, ça a un avantage de faire les choses à 27 sur certains sujets. Et sur l'énergie, pourquoi cette taxonomie est importante? Parce qu'elle dit aux investisseurs qui investissent partout en Europe, sur un marché qui n'est pas de 65 millions de personnes, mais de 450 millions de personnes, vous pouvez venir, y compris soutenir l'énergie nucléaire, c'est reconnu. Clément Beaune, Emmanuel Macron était le candidat du mouvement, on pouvait le définir ainsi en 2017, et certains affirment ou estiment aujourd'hui qu'il serait le candidat du statu quo, un petit peu du parti de la raison, le fameux cercle de la raison tel qu'il a été théorisé notamment par Alain Min. Qu'est-ce que vous vous sentez à l'aise dans ce parti de la raison? C'est comme ça que vous vous définissez vous-même? Deux questions un peu différentes. J'ai parlé, moi, d'incarner, pas seulement la raison, d'ailleurs la raison, la République, et j'y tiens aussi la modération. Je n'exclus personne, je n'ai pas parlé d'ailleurs de cercle de la raison en référence à l'expression d'Alain Min que je lui laisse volontiers. Parce que dans notre société, et ça ne veut pas dire que nous sommes les seuls, heureusement, à défendre cela, nous voyons qu'avant même avoir un débat idéologique comme nous les avons évoqués ce matin, nous avons malheureusement un sujet sur les faits, sur la vérité, sur ces fameuses fake news, sur le complotisme qui existe et qui n'existait pas il y a 10 ans. Ceux qui sont en dehors de ce parti de la raison sont des complotistes? Non, pas ceux qui pensent. Je ne sais pas, avoir raison contre avoir tort. C'est dire, avant même le débat politique, où il peut y avoir des options différentes. Il y a dans la raison, évidemment, Madame Le Pen, Monsieur Zemmour, Madame Pécresse et d'autres. Donc vous êtes tous dans le parti de la raison, finalement? Non, mais vous le voyez... Zemmour, pardon, Macronier, Le Pennier. Par exemple, pardon, Monsieur Bocoté. Il y a beaucoup de monde, alors. Vous le voyez, mais je ne sais pas à moi de dire qui a raison ou qui a tort et qui est légitime à s'exprimer ou pas, avant d'avoir un débat d'opinion, où il y a beaucoup de sensibilités différentes, et c'est tant mieux. Vous voyez bien que dans nos sociétés, il y a une question préalable, qui est, est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on parle de la même chose? Est-ce qu'on peut avoir un débat sur des chiffres, sur des faits, sur des informations scientifiques? Je l'ai dit au moment où on engageait la campagne de vaccination. Parce que oui, malheureusement, je pense que ceux qui répandent, parfois des scientifiques eux-mêmes, des politiques, des pseudo-responsables politiques, qui disent on vous injecte la 5G, on vous met en danger... Ça, c'est grave, parce que vous pouvez après... Une fois qu'on a accepté... Quand vous dites c'est grave, c'est-à-dire qu'ils doivent... comment dire, qu'il y a des responsabilités, peut-être même des suites? Quand vous dites c'est grave, c'est possible, mais ça c'est reste dans le surtout débat grave sur le plan démocratique. C'est pas à coup de sanctions pénales que vous résolvez ce genre de problème. Mais vous l'avez vu comme moi, l'attaque du Capitole aux États-Unis. Vous avez vu comme moi des manifestations violentes. Vous avez vu encore hier, je vous apporte mon plein soutien, un député qui a attaqué. C'est le résultat d'un discours qui n'accepte justement pas le débat d'opinion, mais qui dit... On vous raconte n'importe quoi, attaquez les gens. Mais j'entends votre... Et donc c'est ça que j'ai dit. Vous incarnez la raison, la modération et la République. Non, j'ai pas dit qu'on incarnait. J'ai dit que nous, on doit, parce qu'on est aux responsabilités, je ne parlais pas d'une campagne électorale, contre les mensonges anti-vax, contre un certain nombre de mensonges qui font du mal à notre démocratie, quand on est aux responsabilités, défendre cela. C'était le sens, par exemple, de cette commission Brunner que nous avons installée, qui propose un certain nombre d'éléments pour réguler les réseaux sociaux, par exemple, pas pour porter atteinte à la liberté d'expression. Mais vous n'êtes pas l'arbitre des élégances, de la vérité, qu'elle soit scientifique ou politique. C'est important, je pense, bien sûr, dans le débat. Et ça concerne, je crois, le plus de responsables politiques possible, mais nous, il se trouve que nous sommes aux responsabilités en ce moment, donc on ne peut pas se défausser. C'est pour ça qu'on fait cette réglementation des réseaux sociaux au niveau européen. C'est pour qu'un contenu terroriste, un contenu antisémite, un contenu qui raconte des choses très graves en matière de santé publique qui mettent la vie en danger, on ne puisse pas le diffuser de manière éhontée et en toute impunité. Un mot de conclusion, Clément Beaune, quel sera votre rôle dans cette campagne présidentielle qui a d'ores et déjà démarré? Celui que j'essaye de faire, c'est-à-dire mener un combat politique, parce que... Et une pièce importante auprès du président, candidat? C'est le rôle le plus important qui soit, ou le plus utile qui soit. Je cherche pas, j'ai
une responsabilité importante aujourd'hui qui est de m'occuper de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Ça touche à beaucoup de domaines, comme nous l'avons vu, de la question des réseaux sociaux à celle de la migration. Ça m'occupe beaucoup, mais je crois, l'Europe en est un exemple, que nous menons des combats politiques. J'espère le faire auprès du président et dans la campagne qui s'annonce. Et nous en avons largement parlé de l'Europe. C'est quelle Europe pour quelle France? Merci Sujet beaucoup. majeur. Merci d'avoir été notre invité, Clément Beaune. Je remercie Mathieu Bock-Côté et Nicolas Barré. Et je souhaite à nos auditeurs et téléspectateurs un excellent dimanche, bien sûr, sur Europe 1 et CNews.